Institutions Immigration à l'Union syndicale solidaire. Merci. Je vais commencer un peu sur une introduction un peu personnelle, parce que j'ai découvert, entre guillemets, les sans-papiers que très récemment, vers 2004-2005, et j'ai eu un petit rôle donc, dans les grèves de sans-papiers en 2009. J'étais en charge dans l'équipe des camarades de Solidaire qui soutenaient donc, les grévistes, d'accompagner ceux qui étaient donc licenciés ou en menace de licenciement devant les conseils du prud'homme. Et j'ai 3 souvenirs qui m'avaient marqué. Le premier, c'était un gréviste. Donc, j'arrive au conseil du prud'homme et l'avocat me demande, mais est-ce qu'un sans-papier, est-ce qu'un clandestin a le droit d'être en grève? J'ai répondu, mais il me semble que c'est un droit constitutionnel, maître. Et elle me répond, mais j'étais sûr que vous allez me répondre cette phrase. Je dis, pourquoi vous me posez la question? J'ai eu aussi d'autres souvenirs. C'était 5 camarades. Alors, ce qui s'est passé aussi pendant les grèves, c'est qu'on a beaucoup de sans-papiers qui n'étaient pas déclarés grévistes et qui ont rejoint le mouvement. Et donc, il y a eu un mouvement d'ampleur qui s'est poursuivi. Et donc, on a défendu aussi, on a soutenu aussi des camarades pour leur régularisation qui venaient de perdre leur emploi ou qui étaient sans emploi et qui rejoignaient le mouvement. Et je me rappelle de 5 camarades qui avaient été licenciés parce qu'il y avait des employeurs qui, pendant les grèves, eux, licenciaient avant que leurs salariés se déclarent grévistes. Voilà, donc je me rappelle de 5 camarades, on était allés voir un conseiller prud'homme, je crois que c'était écrit. Et là, on avait 2 conseillers, dont un salarié, qui nous menacent tout de suite de dire, ben voilà, on va faire venir la police. Et vos 5 salariés vont finir en centre de rétention. Et donc, de façon très naturelle, j'ai sorti, bah, si vous faites ça, vous prenez vos responsabilités. Moi, je sors, j'appelle, je passe un coup de fil, et on sera très nombreux tout à l'heure en bas de chez vous. Voilà. Et donc, là-dessus, bon, ils se sont assis. Par contre, ils ont gagné dans le sens où 3 des camarades sur 5 ont lâché l'affaire. Voilà. Ils ne se sont plus jamais manifestés, ils ont eu extrêmement peur, évidemment. Pour les 2 autres, donc ils ont pu poursuivre la procédure. Et une troisième, juste pour finir là-dessus, c'était une plaidoirie assez classique sur un salarié sans papier qui a été licencié. C'était au cours donc, de l'avocat de la boîte de défendre l'entreprise, et l'avocat dit « je n'ai rien à dire ». Un peu la stupéfaction de toute l'Assemblée. Et donc on sort, donc l'affaire était close sur les débats. L'avocat vient me voir et me dit « vous avez raison », et il part. Voilà, comme ça. Donc ces 3 choses, ça montre bien que, la légitimation, c'est qu'on nous demandait, et on demandait aux travailleurs sans papier de dire en quoi ils sont légitimes d'être en grève. L'autre chose, c'est la violence quand même, évidemment, qu'on a dans l'État et dans les institutions, tant bien même qu'on a, par exemple, dans des conseillers prud'hommes salariés qui se comportent de façon absolument abjecte. Et on avait aussi donc des actes de résistance, entre guillemets, de ceux qui sont qui seraient, entre guillemets, plus ou moins du côté des employeurs ou de certains avocats. Voilà. Pour revenir un peu sur l'activité solidaire dans ces grèves, comme le rappelait Annick, donc il y a eu toute l'expérience de SUPTT pendant Saint-Bernard. Par la suite, donc, quand on avait une expérience dans Solidaire, notamment au niveau de Sud-Éducation, donc le syndicat de la branche de l'enseignement, qui était très impliqué, qui est toujours très impliqué dans le réseau Éducation sans frontières. Et là, le mouvement donc, des grèves des sans-papiers est venu, je dirais, percuter un peu l'Union syndicale solidaire, dans le sens où on était sur des secteurs dans lesquels on n'était pas implanté, avec donc une problématique difficile à appréhender pour nos militants. Et donc le travail militant a été fait. Et ce qui a été très très important, c'est qu'on a dépassé, plusieurs choses. Le clivage qu'on a dans tous les esprits, et aussi dans les esprits militants, sur ce qu'on appelle les catégorisations, les catégories qu'on a rappelé. C'est-à-dire qu'on a tout un carcan idéologique qui nous a imposé par l'État, par les institutions, où on divise tous les individus, tous les sujets de droit, toutes les personnes. Et donc ça, c'est un sujet quand même sur lequel on a eu des débats qui ont fait qu'on a pu comprendre que le travailleur sans papier, que le citoyen européen qui est de culture rome, l'étudiant étranger, le mineur isolé, voilà, ce sont des personnes que le syndicalisme de Porte Solidaire doit défendre et soutenir dans leur lutte. L'autre chose aussi très importante, c'est que parmi cette lutte aussi, on a fait le lien d'articuler idéologiquement la lutte des sans-papiers, d'en faire une lutte en lien aussi avec la solidarité internationale, les rapports Nord-Sud, et aussi l'égalité des droits sociaux, une justice fiscale et la lutte contre le racisme et le fascisme, et aussi le féminisme. Voilà. Là, le point sur lequel on a été très très attaché dans Solidaire, c'était l'importance de l'auto-organisation,
de ceux qui luttent. Et donc, c'était un sujet assez, je dirais pas compliqué, mais des fois, on se retrouvait régulièrement en situation où les sans-papiers nous demandaient de les guider, de les mener, de les diriger. Et c'était les termes qu'ils utilisaient eux-mêmes ou elles-mêmes. Et donc, c'était un sujet sur lequel on revenait en débat pour leur dire, voilà, c'était quoi notre position. Pour venir un peu sur une situation un peu plus actuelle, on pense aussi que dans certains rayons militants, il y a aussi une évolution en termes de dépassement de clivage, comme on l'a eu par rapport au discours qui a eu lieu là, depuis l'année dernière sur la crise migratoire, qui oppose le discours institutionnel, officiel, qui oppose de vilains migrants économiques qui sont forcément tricheurs à des vrais demandeurs d'asile. On est quand même assez satisfait, je dirais, dans Solidaire, de voir que de nombreux camarades n'ont pas attendu des textes d'analyse, des tracts, pour prendre localement dans des villes comme Toulon, comme Marseille, comme Est, des positions locales pour dire que, pour rappeler l'histoire ne serait-ce que de l'Europe, que l'histoire des peuples européens est constituée aussi bien d'immigration que d'émigration, et qu'on fait partie des premiers peuples dans l'histoire de l'humanité à avoir migré de façon massive dans d'autres régions du monde. Voilà. Après, actuellement, à titre assez subjectif, assez personnel, il y a quand même une certaine forme, je dis de façon un peu critique là-dessus, une forme de banalisation, entre guillemets, de normalisation de camarades militants sur la situation des sans-papiers. C'est-à-dire qu'actuellement, on a une certaine habitude de voir, bon, bah, c'est un camarade avec des sans-papiers. Voilà, alors qu'il faut toujours rappeler que c'est une situation qui est absolument inacceptable, que personne n'est illégal. Voilà. Ce sont des personnes qui sont illégalisées. Il faut revenir systématiquement là-dessus. Voilà. Après, concernant donc, comme le rappelait donc la situation actuelle sur la possibilité de régularisation des sans-papiers, actuellement, on est toujours sur la circulaire VAS du 28 novembre 2012, qui fixe donc des critères qui sont certes mieux que le CESEDA, qui laisse quand même un pouvoir discrétionnaire donc au préfet. Il faut voir que là-dessus, donc on a des campagnes qui se sont déroulées et on a des campagnes actuellement qui est très très actif au niveau d'une intersyndicale du ministère du Travail, entre des syndicalistes FSU, CGT et Sud, avec les collectifs des sans-papiers. Alors ils ont fait un acte quand même extrêmement courageux, puisque c'était le 28 avril, ils ont occupé la direction générale du travail, à la très grande surprise de la direction générale du travail. Et là actuellement ils sont donc en campagne, et donc ils ont rencontré à plusieurs fois donc, les services du ministère, et donc c'est une campagne qui est en cours, et qui est un peu passée, qui est moins connue évidemment avec la mobilisation actuelle contre le projet de loi travail. Et voilà, il y a des choses évidemment qui continuent à se dérouler, dans lesquelles on retrouve les mêmes syndicats que pendant les grèves de 2008 et de 2009. Après, il y a la responsabilité évidemment des syndicats. Les textes, que ce soit la loi Cazeneuve ou la loi Asile, voilà, il y a comme des attaques terribles par rapport donc, aux personnes en situation dite irrégulière, aux personnes à qui on refuse le droit de séjour ou le droit d'asile. Donc on a vu que le Conseil régional, la nouvelle majorité du Conseil régional d'Île-de-France en décembre, a décidé que les clandestins n'auraient pas droit au forfait solidarité transport, et donc précarise et fragilise d'autant plus donc, tous ces travailleurs et toutes ces personnes sur le territoire de l'Île-de-France. On a aussi, et ça aussi, une chose sur laquelle les syndicats sont vraiment à la traîne, on n'est pas du tout à la hauteur sur la défense des droits sociaux, et heureusement évidemment qu'il y a les associations comme le GISTI, la CIMAD, la FACI, qui sont extrêmement attentives, ou le COMED, voilà ce genre d'organisation, sur les droits sociaux des sans-papiers. On a vu que dans le cadre de la réforme de la protection universelle de la maladie, il y avait un retour sur le droit aux personnes qui n'ont pas de titre de séjour, avoir leur garantie d'accès aux soins, leur garantie de réparation en cas d'accident du travail. Il y avait une coquille volontaire qui a été écrite au niveau du ministère de la Santé qui aurait donc écarté donc, les travailleurs sans papier d'un droit qui est absolument fondamental. Voilà. Là-dessus, sur la loi Cazeneuve, donc vous le savez, la loi Cazeneuve a introduit des nouveaux dispositifs qui sont quand même très redoutables et qui concernent directement les organisations syndicales, qui nous mettent directement en responsabilité. Désormais, donc, la norme serait le titre pluriannuel de séjour. Donc ça a été présenté comme une grande avancée.
officiellement, et ça c'était le discours de Valls, je crois que c'était en juin ou en juillet 2013, la raison essentielle de la réforme du droit du séjour, c'était économiser du temps de fonctionnaires, recruter moins de fonctionnaires, mettre moins de fonctionnaires sur les tâches et les dispositifs d'admission exceptionnelle au séjour, de changement de titre, de renouvellement de ce type de séjour. C'était la raison principale de cette loi, la loi Cazeneuve. Dedans, il glissait quand même des saloperies assez extraordinaires. Maintenant, les préfets ont la possibilité de contacter des banques, de contacter des services de téléphonie mobile, de contacter des organismes de la protection sociale, des établissements publics et privés de santé pour demander la vérification de l'information, de données ou de documents qui sont remis par des étrangers, avec ou sans titre de séjour, sans papier, ou des personnes qui sont retraitées avec un titre de séjour, ou des salariés avec un titre de séjour, des étudiants. Et c'est absolument, évidemment, absolument scandaleux. Et là-dessus, il y a une responsabilité directe des organisations syndicales qui sont dans ces secteurs d'activité pour informer les agents que c'est absolument inadmissible qu'il y ait une espèce de police constante, un contrôle social constant sur tous les étrangers qui sont tous considérés comme, entre guillemets, potentiels fraudeurs. Voilà. Après, je voulais juste finir quand même sur le lien qu'il y a évidemment avec ceux qu'on appelle les migrants, les réfugiés. Là-dessus, vous avez parmi le rapport qui a été remis par le défenseur des droits sur les droits fondamentaux des étrangers, il y a un passage qui est vraiment très très excellent justement sur la sémantique, sur tous les termes qui sont utilisés, clandestins, migrants, réfugiés, demandeurs d'asile, etc. Où il rappelle, mais on parle de personnes humaines, on parle de sujets de droit. Et là-dessus, il faut vraiment que nos organisations syndicales soient extrêmement critiques, et je dis bien extrêmement critiques, sur les conséquences de la réforme d'asile. Les conséquences sont absolument scandaleuses, désastreuses. Alors, pour faire très court, enfin, quand il y a une externalisation de ce que faisaient avant les préfectures en termes d'accueil des demandeurs d'asile, ça passe par des marchés publics et qui sont donc attribués, aux associations, entre guillemets, associations, je dirais, associations pas gestionnaires, sur évidemment les tarifs les plus bas, et donc avec des conséquences sur le recrutement, les embauches, les salaires, la nature des contrats de travail des salariés, qui sont généralement très peu formés, très jeunes, qui sont envoyés, je dirais, au casse-pipe, et avec des conditions d'accueil absolument lamentables donc, des demandeurs d'asile. Donc il faut savoir aussi qu'il y a un collectif des travailleurs de l'asile qui s'est constitué, qui est assez isolé, assez fragilisé, puisqu'ils sont très peu de salariés. Par exemple, sur la plateforme d'accueil des demandeurs d'asile sur Paris, ils sont 25 salariés, il me semble que c'est ce chiffre-là, ils ont en file d'attente plus de 10 000 demandeurs d'asile. Il faut savoir aussi qu'il y a des directives qui sont données. Par exemple, il y a une PADA, je ne sais plus laquelle, en Ile-de-France. On a donné comme ordre, la direction, donc l'association gestionnaire, a donné comme ordre quand même à ses salariés de faire de la dissuasion. C'est le terme qui est utilisé. Vous devez dissuader les gens de faire une demande d'asile. Voilà. Donc là-dessus, on a aussi nos responsabilités syndicales par rapport à ce dispositif d'asile. Et par ailleurs, voilà, bon, même si actuellement c'est quand même assez loin de nos portées, c'est par rapport aux réseaux syndicaux à l'international, il y a vraiment des choses à faire absolument. Qu'on voit ce qui s'est passé le 18 juin, un convoi qui était organisé par des associations, des ONG et des syndicats anglais, donc avait l'objectif d'apporter, de faire un convoi humanitaire. On parle bien de convoi humanitaire sur Calais. Ce convoi était interdit d'entrer sur le territoire français par la police française, sous prétexte évidemment de l'état d'urgence. Voilà, donc on a tous ces ensemble de points sur lesquels la responsabilité syndicale, la responsabilité des organisations syndicales sont directement interrogées, questionnées.